Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au bout de sa vie, le podcast. Avant de commencer, un petit mot sur les coulisses de ce projet. Ce podcast est entièrement autofinancé. Il n'y a pas de publicité, pas de sponsor, seulement notre passion et votre fidélité. Si vous aimez ce que vous écoutez et que vous souhaitez aider le projet à grandir et à rester indépendant, vous pouvez nous soutenir concrètement en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de cet épisode. Merci et bonne écoute. Midi, ça y est, leurs invités arrivent. Ils klaxonnent tous comme des débiles. 1 heure déjà que leurs enceintes dégueulent sous le barnum une bouillie immonde avec des basses insupportables. Ils sont clébards, l'autre. Elle peut pas lui demander de se taire ? Non, on le calcule pas, le voisin. Ils vont lui casser la tête toute la journée avec leur fête de merde. Même pas prévenus. Comme les parpaings rajoutés sur le mur mitoyen, le hangar, les branches du chêne et la merde du chien devant chez lui tous les jours. Parce que non, on ne fait pas chier le chien dans le jardin. Bah non, on le balade dans le hameau et comme par hasard, c'est devant chez lui qu'il s'arrête. Pas devant les maisons secondaires vides la majorité de l'année. Désolé, qu'elle a dit l'autre jour avec son petit sourire en coin. Mais je ne pense pas que ce soit mon chien. Un renard peut-être. Il paraît qu'il y en a plein. Un renard, énorme. Elle n'a aucun scrupule à le prendre pour un con. Il se sert un verre de blanc et repose la bouteille sur la table. Il a chaud. C'est incroyable cette chaleur pour un jour de mai. Il retire sa chemise et essuie la sueur qui perle sur son front, la repose en boule à côté de lui sur le banc. Il repousse les gravillons à ses pieds avec les talons, en pédalant jusqu'à la terre. Non, l'arabe, on n'a pas besoin de le prévenir. S'il n'est pas content, il n'est pas obligé de rester. Il n'est même pas arabe, bande de cons. Il est berbère d'origine, kabyle. Mais ça, ils ne font pas la différence. Un bougnoul, c'est un bougnoul. Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici ? C'est la faute de Jeanne, tout ça. Kader boit une gorgée de vin. Il se penche sur sa poitrine, son ventre. Il regarde sa peau fripée, toute plissée, ses tétons qui pointent vers le bas, ses muscles qui flottent dès qu'il bouge, la peau qui pendouille, les quelques poils gris-blancs parsemés qui tortillent au milieu de ses taches de vieillesse. C'est moche. Son corps qui vieillit, c'est vraiment moche. Il n'a pas toujours été comme ça. Il a été bel homme. « T'es beau », disait Jeanne. Même à la fin, elle continuait de le dire, sans doute de le penser encore un peu. Il vide son verre d'une traite et s'en resserre un autre. Dès le début, ça a mal commencé. Dès que les nouveaux voisins ont emménagé, qu'ils ont installé leur drapeau français à l'entrée de leur maison, dès le premier regard, il a compris. Qu'est-ce qu'il fait là, l'arabe, dans ce hameau ? Ça y est, même ici, il vient nous faire chier ? Ils n'ont pas compris, les frisés, que la fête était finie. Il était là avant eux, mais ça ne change rien. Dès le premier échange devant la maison, il a compris que ça allait mal se passer avec cela. « Il est de quelle origine ?»« Française », il a répondu. « Originaire de région parisienne ?» Il a tiqué. « Oui, mais quoi ?» Ça ne lui suffisait pas à ce con. C'était pas la réponse qu'il attendait. Devoir encore se justifier à 67 ans, Kader, déjà, ça l'a bien énervé. Toute sa vie, il a dû se justifier. Est-ce qu'il lui demande, lui, avec qui sa mère a baisé pour avoir cette gueule de mérou ? Il lève la tête et fixe la palissade du fond de son jardin d'où dépasse le hangar tout neuf avec ce toit de tôle immonde. Le hangar à bateau. Ça doit être pour ça, la fête à côté pour le hangar et le bateau qui va avec. Il est arrivé ce matin, un gros hors-bord avec 2 moteurs énormes. Au fond, vous êtes tranquille, ce sont des terres agricoles, non constructibles, leur avait dit l'agent immobilier. Donc, petit jardin, mais avec vue garantie sur les champs et le sous-bois. Et le grand chêne, à la limite du terrain, c'est le vôtre. Au moins 150 ans, la bête, sinon plus. Un peu grand pour la taille du terrain, c'est clair, mais en cas de tempête, c'est bien orienté, il ne tombera pas sur la maison. Avait-il plaisanté avant de se ressaisir sous le regard noir de Kader ? Arrête d'être sérieux tout le temps, sois aimable, ça ne coûtera pas plus cher, répétait Jeanne. Il n'a jamais eu le sens de l'humour, Kader. De temps en temps, une petite joie au milieu d'un océan de merde quand un môme arrivait à s'en sortir. Mais ça ne pèse pas lourd, les petites joies. Ça s'oublie vite. Kader ravale sa salive et prend une gorgée de vin. Il reprend sa chemise en main et s'essuie sous les aisselles. Pas un nuage, le bleu complet. Il n'y a pas de vent, mais la fumée du barbecue vient de son côté, évidemment. Et ça se marre, ça parle de plus en plus fort. Joyeux anniversaire, Stéphane. Ah, d'accord, c'est pour ça le bateau ce matin, c'est pour son anniversaire. Joyeux anniversaire, connard.
Je me suis permis de faire couper les branches du chêne qui dépassaient de mon côté pour éviter que les glands cognent sur mon hangar ou que des branches tombent dessus. De toute façon, vous devriez le couper, il est mal placé. » C'est ça, il s'est permis. Kader reprend un verre. L'autre salopard a même dû épier le moment où il n'était pas là pour le faire. Il a dû le surveiller, c'est certain. Les travaux du hangar n'ont pas pris longtemps. 1 mois à tout casser. Kader est allé à la mairie pour comprendre comment il avait eu l'autorisation. On lui a notifié que le PLU avait changé après l'élection du nouveau maire. Le voisin a racheté le terrain. Comme les choses sont bien faites. « Tu verras, les Bretons sont sympas, disait Jeanne. Au moins là-bas, on sera tranquille. » Non, même ici, la gangrène a gagné. D'un revers de la main, il chasse une guêpe qui vole autour de son verre et le descend d'une traite. À côté, ils ont encore augmenté le volume. C'est pas possible. Ils vont le rendre dingue. Non, qu'ils ne comptent pas sur lui pour se promener en attendant la fin de leur fête de merde. Hors de question. Il se lève d'un coup, se prend le pied dans le banc en l'enjambant et tombe à plat ventre dans les gravillons. Il se redresse, en serrant les dents pour contenir la douleur dans le dos qu'il traîne depuis des mois. Il se frotte les mains. Il a du sang dans celle de gauche. Il n'a pas ses lunettes et la sueur lui pique les yeux. Il ouvre la porte vitrée de la terrasse, rentre dans le salon, balaye la pièce du regard. Où est-ce qu'il les a foutues encore ? Dans la cuisine, peut-être. Oui, c'est ça. Elles sont posées à côté de la cafetière qui finit de roussir un fond de café. Un bout de verre blanc, bien enfoncé. Tout ça à cause de ces salopards qui le mettent sur les nerfs. Il monte à l'étage en se tenant à la rambarde de l'escalier. Il fout du sang partout. Il est essoufflé en arrivant sur le palier et il est pris d'un léger étourdissement. Il reprend son souffle et se rend dans la salle de bain, ouvre l'armoire au-dessus du lavabo. C'est dégueulasse à l'intérieur. Il y a de la rouille et des poils partout. Il faudrait qu'il se prenne en main. C'est ce qu'il se dit très souvent, oui, c'est dégueulasse, et alors ? On s'en fout. On verra ça plus tard. Il attrape une bouteille d'alcool à 90, une pince à épiler. Il ouvre le robinet, rince sa main. Kader enfonce la pince à épiler dans la plaie, extirpe le bout de verre enfoncé sur près de 2 cm. La chair le retient un peu au départ, mais elle cède d'un coup. Slarp ! Le tesson retombe dans le lavabo en tintant d'un petit coup sec contre la céramique avant de se coincer à l'entrée du siphon. Le sang afflue dans la plaie et se met à couler abondamment. Kader s'empare d'une serviette suspendue au mur et entoure rapidement sa main. Il referme l'armoire et se regarde dans le miroir. Ses yeux jaunis, ses cernes comme 2 poches avachies sous ses paupières gonflées, sa peau pâteuse et mal rasée. Sa barbe très peu fournie lui donne l'air d'un clodo. Il tourne la tête, il a plein de petits vaisseaux éclatés sur les joues, et des taches brunes envahissent ses tempes de plus en plus. Et ses dents. Vieille carne. « T'es beau, disait Jeanne. » Il se dégoûte. Il ne ressemble à rien. Il est vieux, inutile. « On sera mieux qu'à Aulnay, disait Jeanne. La mer tous les jours, si on veut. » C'est pour elle qu'il est venu au moment de la retraite. Et maintenant ? Maintenant qu'elle n'est plus là, que fait-il seul dans cette baraque ? Dans ce hameau désert la majorité de l'année ? Avec cette famille de haineux qui a emménagé juste à côté de chez lui, en résidence principale ? Presque 1 an qu'il lui fout la misère en permanence. Pour qu'il s'en aille, c'est certain. Pourquoi il ne se barre pas d'ailleurs ? Mais pour aller où ? Oui, pour aller où ? D'une main, il ouvre le premier carton d'une pile de 2 par terre à côté du lavabo. Il est rempli de médicaments, ceux de Jeanne. Des boîtes, des crèmes, des flacons, mais pas de pansement. Il balance le carton et fouille dans le suivant. Encore des boîtes, il s'énerve, les jette autour de lui. Il trouve une bande tissu. Ça fera l'affaire. Kader enlève la serviette, le sang continue de suinter au cœur de la plaie mais ne s'écoule plus. Il saisit la bouteille d'alcool, l'ouvre avec les dents et asperge à grands jets en serrant la mâchoire. Ça brûle. Il repose la bouteille d'alcool sur le lavabo, se bande la main. Le bandage est trop long, il fait plusieurs passages autour du pouce et du poignet et coince l'extrémité sous les différentes couches. Le tissu s'imbibe aussitôt et commence à rougir, mais ça ne pisse plus partout. Il a consacré toute sa vie à son boulot d'éduc, avec Jeanne. Depuis leur rencontre il y a plus de 30 ans, ils n'ont fait que ça. Essayer de sauver les mômes de la violence du monde. Quelle naïveté, c'est à vomir. Kader,
Il est temps d'arrêter. On n'y arrive plus. On est dépassé. Oui, Jeanne avait raison. Il était temps d'arrêter. Trop dur, trop destructeur, trop d'histoires sordides, trop de souffrances dont personne n'a rien à foutre. C'est ça qui l'a tué, que personne n'ait rien à foutre de rien. Qu'on ne cherche plus à comprendre d'où les choses arrivent. À cause de tous ces imbéciles, la haine plein la gueule. Elle s'est fait dévorer, métastaser. Jeanne, son amour, sa complice. Oui. Et maintenant, lui aussi, il a la haine. Il s'est laissé contaminer. Rien que de penser au connard d'à côté, il a le cœur qui lui sort de la poitrine, la mâchoire qui se crispe. Il quitte la salle de bain, s'arrête devant la chambre d'amis. Les cartons entassés contenant les affaires de Jeanne sont toujours là. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Les mots de la peur partout, tout le temps. Les humains préfèrent tous se bouffer les uns les autres comme des rats cannibales dont il a rêvé cette nuit. Il foutrait bien tout ça au feu, ouais. Il pourrait allumer un feu dans le jardin avec les fringues de Jeanne et puis les meubles aussi. Faire du vide une bonne fois pour toutes, c'est l'occasion, c'est jour de fête, foutre le dawa dans le jardin. Un bon feu qui fait plein de fumée. Il n'est pas obligé de prévenir, personne ne l'a prévenu lui. Les parpaings, la fête, la merde, les branches du chêne totalement défigurées. Il s'est permis, il a dit, vous devriez le couper. Il redescend, prend une bière dans le frigo et la boit d'une traite. Il sort devant chez lui, jette la bouteille vide dans la grande poubelle qu'il a installée juste à côté de la porte d'entrée. Elle est déjà pleine de cadavres. Oh, ça se remplit vite. Bah ouais. Les voitures sont garées partout dans le hameau et un pick-up déborde sur le passage de son entrée. Et c'est lui crever un pneu. Il veut qu'on lui apprenne à se garer. Ouais, non. Même de ce côté, on entend leur musique à fond et cette chaleur. Ça lui chauffe la gueule, une vraie fournaise. Il a raison, Stéphane le connard, il devrait couper son chêne. Il rentre, prend une autre bière dans le frigo et la siffle aussi sec. Je ne veux pas de blanc qui tombe sur mon hangar, c'est comme ça, c'est la loi. Ouais, c'est ça, je t'en mettrai de la loi. Massacrer le chêne, l'âme de la maison comme disait Jeanne. Ouais, ils ont dû le surveiller. Attendre qu'il parte faire des courses pour le massacrer. C'est la grosse qui a dû guetter qu'il s'en aille. Comme elle le guette pour faire chier son renard tous les jours devant chez lui. Un renard, c'est ça, ouais. Devant son portail. Histoire qu'il marche dedans. Elle le fait exprès, cette grosse pute. Tous les jours, il en ramasse une. Qu'est-ce qu'il leur a fait ? Rien. Il est juste là et c'est déjà trop. Mais non, il n'est plus là. Il est où d'ailleurs ? Kader balance la bouteille dans la poubelle, elle rebondit dans les cadavres et se brise au sol. Rien à foutre. Il rejoint le garage en passant par le cellier. Il fait froid ici. Il allume le plafonnier et le néon au-dessus de l'établi. Il attrape la tronçonneuse posée sur une étagère et la pose sur le plan de travail. La chaîne n'est pas assez tendue. Il saisit un tournevis et dévisse le capot. Il doit se servir de sa main droite, il n'a pas l'habitude et sa main tremble. Ok ? Le ressort d'allumage saute au moment où il enlève le capot. Il scrute autour de lui, rien. À tous les coups, il a roulé sous l'établi, ce con. Il se fout à quatre pattes en serrant les dents pour contenir cette foutue douleur dans le bas du dos. Vieille merde. Il balaye la poussière avec la main, il sort des vis, des clous, des araignées mortes, un écrou. Ah ok, le voilà. Il se relève en s'agrippant à l'établi. Kader pose le ressort dans un pot de confiture vide, le temps de checker la tronçonneuse. Le guide de chêne, le niveau d'huile, ok, remettre de l'huile. Est-ce qu'il en a ? Oui, dans l'armoire métallique avec le bidon d'essence. Il dégage le vélo de Jeanne posé en appui contre l'armoire pour aller à la ferme ou au marché, elle avait dit. Un vélo électrique presque neuf, jamais servi. Le néon au-dessus de l'établi se met à clignoter. Il met 3 petites claques sur le côté du tube halogène. Ça grésille 3-4 secondes et la lumière se stabilise. Il remet le capot, les vis, prend la tronçonneuse en main et la démarre. Elle part au quart de tour. Bien. Il fait un peu tourner la chaîne. Parfait. Il l'éteint et la repose sur l'établi. Il attrape le jerrycan posé en bas de l'armoire métallique et remplit à plein le réservoir de la tronçonneuse. Ça déborde même un peu. Ah, il aime ça, l'odeur de l'essence. Il prend un chiffon, essuie. Il repart dans la cuisine, la tronçonneuse à la main. Il la pose sur la table, sort une bouteille de blanc à moitié remplie dans le bas du frigo. Il la descend à grosses goulées, mais il s'est redressé trop vite. Il est pris d'un étourdissement. Il laisse tomber la bouteille qui s'éclate au sol. Il agrippe l'évier des 2 mains pour se stabiliser. Le bac est rempli de vaisselle sale accumulée.
Il regarde la moisissure qui a déjà colonisé les assiettes en vrac. C'est ça, la pourriture est partout, dans l'évier, dans son corps, dans son âme, dans le cadavre de Jeanne, dans l'humanité tout entière. Il ne parvient pas à détacher son regard de la moisissure bleutée et velue qui envahit son esprit. Que va-t-il devenir ? Jeanne, que doit-il faire pour se sauver ? Il ouvre à fond le robinet d'eau froide qui fait vaciller l'équilibre instable de la vaisselle. Il se penche, passe la tête en dessous du flot. Il frissonne quand l'eau coule sur sa nuque. Il ferme les yeux. C'est froid. Ça fait du bien. Il reste là, un long moment sous l'eau qui caresse son crâne, le nez dans la vaisselle dégueulasse. Il a l'impression que tout s'arrête. C'est bon, l'eau. Il se redresse, coupe le robinet, l'eau s'écoule en filet sur son visage, son torse, son dos, sa chatouille. Il fixe, immobile, les carreaux blancs de la crédence, son corps balance tout doucement d'arrière en avant. Il tente de reprendre le contrôle de sa verticalité. Oui, rester vertical. Il ouvre sa braguette et pisse dans l'évier. Petite bite rabougrie, le gland fripé. C'est moche, une bite. Une vieille bite. Des taches apparaissent dans son champ de vision. Ses jambes flageolent, il manque de tomber, recule d'un pas, se retient d'une main sur la table. La mauvaise, mais il ne sent rien. Il se redresse. Le bandage est écarlate. Il a de la pisse plein les pieds et le pantalon. Il refourgue sa bite. Il ouvre un placard, il doit rester un peu de rhum à ranger. Il en reste quelque part, c'est sûr. Il n'aime pas trop le rhum. Jeanne, oui, elle aimait bien en prendre un petit peu le soir avec une clope et son café. Ah tiens, la voilà, à côté d'une bouteille de sucre de canne en partie cristallisée. Il savait bien. Il prend un verre et le remplit à ras-bord, histoire de finir la bouteille. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il balance la bouteille vide en direction de la poubelle à l'entrée. Elle franchit le pas de la porte mais vole un peu trop loin et se fracasse sur le muret devant la maison. Ouais, c'est ça. Bon, il faut passer à l'action. Et cette chaleur, il fait de plus en plus lourd. Il est moite. Il prend son verre de rhum en main en faisant attention à ne pas en renverser, mais ça déborde un peu sur ses mains. Il penche la tête au-dessus du liquide jaunâtre et liquoreux. Il renifle. À ta santé, Jeanne. Il le vide en 3 fois. Ça chauffe dans la gorge. Un peu sucré, le rhum. Ouais, ça chauffe bien même. Il se lèche les doigts. L'âme du jardin, trop petite pour occuper l'espace mental de sa solitude. Ouais, c'est ça. Il saisit la tronçonneuse, traverse le salon, s'arrête devant la table basse devant le canapé. Il ne l'a jamais aimé, cette table. Récupérée dans un vide-maison, c'était en attendant. Et puis, elle n'a jamais été remplacée. Il démarre la tronçonneuse et la coupe en 2, la survole sur le canapé. Voilà, ça c'est fait. Il reste là à regarder les 2 parties de la table qui se font face. Il titube légèrement, le moteur de la tronçonneuse tourne au ralenti. Il relève la tête et l'éteint. Il sort sur la terrasse. La fête bat son plein, les gamins qui hurlent, les rires, les bruits de couverts, les bouteilles de champagne et de vin qu'on ouvre. Ah, ça picole sévère à côté. Et la musique qui paraît toujours plus forte, elle l'oppresse. Une brise froide et soudaine lui caresse le corps. Une grosse bouffée d'air frais. Il lève les yeux, de gros nuages s'amoncellent au loin. Ce serait drôle un petit orage en plus pour gâcher la fête. Il s'avance dans le jardin au milieu des herbes en friche. Par-dessus la haie, il voit dépasser la tête des enfants hilars qui sautent sur le trampoline en braillant comme des porcs. Il s'arrête, les regarde. Ils n'y sont pour rien, les mômes, mais il ne les supporte pas non plus. S'ils avaient eu des enfants, les choses se seraient peut-être passées autrement. Il a souffert, Jeanne, de ne pas en avoir. Et il n'a pas pu la sauver. Il n'a pas su. Au contraire, il s'est appuyé sur elle pour se sauver lui-même. Que les hommes sont lâches. Il est comme son père, comme tous les hommes. Kader se rend au pied du chêne. Marche droit, bordel. Il lève les yeux. C'est qu'il est grand quand même, ce con. 1 mètre de diamètre au moins. Il aurait dû prendre le jerrycan aussi. Le poteau de la palissade va le gêner. Il pose la tronçonneuse au sol. La tête lui tourne. Il donne quelques coups avec le plat du pied dans les planches au niveau du poteau. Passe la jambe à travers. Il la dégage mais se casse la gueule sur le dos. Merde! Il se remet difficilement à 4 pattes et reste là, chancelant, d'avant en arrière. Relève-toi, sac à merde. Mais non, il est bien là. Le vent souffle, c'est agréable.
Il regarde l'herbe en dessous de lui, les brins, les tiges qui s'entrecroisent. Un vrai labyrinthe. Insondable. C'est quoi ça? Des fourmis lui grimpent sur les mains. Des fourmis. Il les regarde qui courent dans tous les sens. Un nouveau coup de vent. Il se remet debout, manque de tomber de nouveau. Il a des fourmis plein les mains, il les frotte sur son pantalon. Il entend le tonnerre, il lève les yeux. Le ciel est en feu. Pas de temps à perdre. Il allume la tronçonneuse et entame l'arbre. D'abord faire une belle encoche. Il faut qu'il tombe du bon côté. Ouais, tout défoncer. Le hangar, le bateau. Il se concentre car il peine à tenir son équilibre. Rester vertical. Désolé, il dit au chêne. Ouais, désolé, il dit. Car ça lui déchire le cœur, au fond. Vous devriez le couper. Ouais, c'est ça. L'écorce cède, puis des copeaux volent dans tous les sens. Il en prend plein la gueule, plein sur lui, rien à foutre. Par-dessus la haie mitoyenne, des têtes dépassent pour voir ce qui se passe. Il comprend vaguement que ça gueule. Qu'il gueule donc, il ne les entend pas. Une bourrasque soudaine fait bruire les feuilles du chêne. Comme une claque dans la gueule, ça va péter. Il perd l'équilibre, recule d'un pas, se stabilise. La tronçonneuse s'arrête, la chaîne dans la terre, il se redresse. Un coup de vent comme un crochet du droit. Le toit du barnum se gonfle. On crie. On s'agite à côté. La musique s'étue. Le chien aboie sans discontinuer. Le voisin surgit soudain en haut d'une échelle posée sur la haie et il gueule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arrêter? Mais arrête-toi! Kader n'attend pas la fin de la phrase. Il redémarre la tronçonneuse en serrant les dents. Il bascule en avant, se remet droit. Vas-y, gueule tant que tu veux. Le voisin redescend de l'échelle et repart. Kader s'attaque à l'arbre de nouveau et il tronçonne. Il tronçonne. Il est rempli de chaleur, il frissonne. Autour, c'est la nuit. Et ça tonne de nouveau, plus proche. Ça craque juste après, pas loin. Ça déchire les tympans, des frissons traversent Kader, ça picote dans tout le corps. Des feuilles s'envolent, des branches entières du chêne tombent au sol. Ça le brûle à l'intérieur, de plus en plus fort. Déjà 30 cm dans la chair de l'arbre, c'est bien. Une détonation. Kader s'arrête, se décale du tronc, lève la tête. Le voisin est de nouveau en haut de l'échelle qui écrase la haie, un fusil dans la main pointé vers le ciel, et il tire une seconde fois. « Arrête tes conneries, l'arabe, ou je te bute !» Oui, c'est ça qu'il dit. « Arrête tes conneries, l'arabe !» Et il commence maintenant à enjamber la haie. Il saute à pieds joints dans le jardin de Kader qui n'en croit pas ses yeux. Il ose venir chez lui comme ça? Kader brandit la tronçonneuse dans sa direction. Des gouttes de pluie énormes, éparses, se mettent à tomber. Le voisin s'approche, il pointe le fusil vers lui. « Arrête !» il gueule. « Tu vas t'arrêter tout de suite ?» Kader n'a pas peur. Il se marre même. « Vas-y !» Vas-y ! Soudain, de petites billes blanches claquent et rebondissent de partout dans le jardin. Des grillons par centaines. Le voisin continue de le mettre en joue, sous la glace qui le mitraille et éclate contre le canon du fusil. Kader, protégé par les branches du chêne, redémarre la tronçonneuse, la brandit en l'air pour le défier en faisant tourner la chaîne. Et dans le ciel, ça craque encore, plus violent, plus proche. Un éclair jaillit, un flash aveuglant. Tout le verre autour s'illumine, les herbes, les feuilles des arbres prennent des couleurs phosphorescentes. Il rit, Kader, à gorge déployée, et il n'entend rien quand le voisin gueule de plus belle et se rapproche. Ça tonne encore, il va tirer, il cale son fusil dans l'épaule, mais d'un coup des grillons gros comme des balles de golf se mettent à tomber et à cogner de partout, déchirant les feuilles du chêne, percutant le toit de tôle dans un vacarme assourdissant, faisant voler en éclats les ardoises des toits, s'abattant sans répit sur le voisin qui plie sous les impacts. Frappé à la tête, une fois, deux fois, il tombe à genoux et s'écroule à plat ventre. Kader éteint la tronçonneuse et se colle au tronc du chêne pour se mettre à l'abri. Le barnum s'envole, s'accroche au sommet du filet de protection du trampoline avant de tournoyer haut dans les airs. À côté, les cris de panique se mélangent au vent qui mugit, les alarmes des voitures retentissent de concert, et les grêlons toujours plus gros rebondissent sur le corps du voisin inerte au sol. Kader, serré contre l'arbre, n'entend plus que le chaos du monde. Le vent souffle de plus en plus fort et ça craque encore dans le ciel juste au-dessus de lui. Un bruit d'une violence inouïe, une déchirure démente, brutale, suivie d'un flash aveuglant. L'arbre tremble, le sol se dérobe sous ses pieds, les racines surgissent hors de terre, l'écorce explose et vole en éclats. Une intense chaleur traverse Kader qui est projeté quelques mètres en arrière.
Il est là, sur le dos, incapable de bouger dans son manteau de glace. Il ne ressent plus rien dans son corps inerte, sinon cette chaleur intense qui le brûle à l'intérieur. Sa vue se trouble, son esprit s'égare. Il a juste le temps de voir l'arbre nu s'ouvrir en deux, craquer et retomber sur le hangar. Voilà, ça c'est fait. Il se dit avant de perdre connaissance, enfin soulagé. Ce podcast a été écrit et interprété par Arnaud Garnier. Relecture, Véronique Prel. Musique, sound design, Philippe Balzé. Vous avez aimé ce podcast ? Partagez-le. Disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Podcastix.